Bonjour à tous, c'est Guillaume pour PokerStrategy.com et aujourd'hui je me propose de vous synchroniser la deuxième partie de la revue de session de Jam Hero 1982 par Cobillard. Dans la première vidéo, on était revenu en détail sur les différentes statistiques de Jam Hero, après quoi on était revenu sur un certain nombre des mains, sur les lignes qu'il a choisies, mais également sur les lignes pour lesquelles les différents adversaires ont opté dans différentes situations. Et on a essayé de revenir un peu sur les différentes alternatives pour lesquelles ils auraient pu opter dans une situation donnée, afin de permettre à tous ceux d'entre vous qui ont regardé la vidéo d'en tirer un apprentissage maximal. La main avec laquelle on a clos la vidéo précédente était une main relativement intéressante qui avait également l'avantage de bien dévoiler en quoi Jamiro, malgré son jeu solide, a encore des leaks vraiment non négligeables, même si on peut affirmer qu'il semble s'agir d'un joueur bien gagnant au micro stakes. Mais bon, faut avouer que quand on regarde les adversaires en présence, donc en particulier Nine It's UK et Gao Loa Cezino, on s'aperçoit qu'être un joueur gagnant au micro stakes n'est pas non plus une tâche insurmontable. Il me semble que c'est sur PokerStar qui joue, même si j'en suis pas absolument certain, mais dans l'ensemble, je pense que ça doit être le cas sur la quasi-totalité des rooms proposant du FL. Bon là, le fold avec As-7 suited, il ne pose vraiment aucun problème, dans la mesure où Tim Toom est vraiment très tight. On peut voir qu'il a 19-11, ce qui fait que lorsqu'il décide d'isoler le fiche, on va quand même lui accorder un certain crédit. Auquel cas, As-7 suited n'est tout simplement pas une main suffisamment forte pour être joué face à sa relance. On va quand même regarder ce qui s'est passé dans la main parce que Nine UK a disparu après ça. Donc il nous fait un joli limp 3 bet. Et après ça il check. Alors qu'il lui reste que 2 sets. Ouais, enfin bref, c'est juste qu'il voulait se débarrasser de l'argent qui lui restait. Je pense que il n'y a pas à aller chercher beaucoup plus loin. Donc Roi 2, bon, c'est un fold évident. On a vu un open limp de la part de Triple Vision, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment de la part d'un joueur ayant ses stats. Mon 8-7 offsuit, c'est pareil, c'est un fold évident. En revanche, il va sans doute pas se coucher avec les valets. Ah tiens, notre ami est de retour. Donc relance pré-flop avec les valets, rien à redire évidemment. Et post-flop, il joue en bet, bet, bet. Bon, c'est pareil, c'est tout à fait correct. On pourrait éventuellement réfléchir à... Ouais, son bet versus missed continuation bet. Ouais, il y a un certain nombre de joueurs face auxquels c'est éventuellement une bonne idée de réfléchir à un check raise river. Donc là, vous pouvez voir qu'en l'occurrence, il a 50% de fall to bet river. Donc ça veut dire que lorsqu'il n'a rien en main, il va se coucher. Lorsqu'il a un as, il va suivre, mais ne misera sans doute pas si on check. Et lorsqu'il a la moindre paire, il y a de fortes chances pour qu'il mise lui-même. Et il va sans doute miser une fois de temps en temps lorsqu'il aura complètement manqué le tableau. Donc ouais, ça peut être envisageable d'opter pour un check raise sur cette river. C'est pas non plus un move que je recommanderais aux débutants de faire trop souvent, mais il s'agit tout de même d'une situation qui semble assez bien s'y prêter. Donc quels éléments doivent être rassemblés pour qu'on puisse envisager un tel check raise river? Tout d'abord, il faut un adversaire qui va suivre sur le turn de manière extrêmement loose, mais va ensuite être relativement tight sur la river. Il se trouve que contre ce joueur, c'est le cas. Il s'agit d'un joueur qui fait beaucoup de piles. Il va suivre avec n'importe quel gutshot. Il va suivre également avec des mains comme Dame 9. Et comme il suit énormément avec tout et n'importe quoi sur le turn, il va très souvent avoir des mains qui, sur la river, vont remplir la deuxième condition, à savoir qu'il va devoir se coucher face à une mise avec une grosse partie de son éventail. Donc tout ce qui est 7-8, 7-5, Dame 9, Valet 9, etc. Et donc tout ça, ce sont des mains face auxquelles on ne génère plus aucune value lorsqu'on mise nous-mêmes, mais face auxquelles, si on check, on va éventuellement réussir à provoquer un bluff. Donc ça, c'est le premier avantage d'un check raise. Le deuxième point qui importe ici, c'est qu'on est quasiment certain d'être en tête. Parce que là, sur ce tableau, les valets sont quasiment aussi forts qu'une paire d'as. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est pas quasiment aussi fort, c'est vraiment la même chose. Les mains combat sont exactement les mêmes, et les mains face auxquelles on perd sont exactement les mêmes également. Il est assez peu probable qu'il ait lui-même un roi. On a vu tout à l'heure que lorsqu'il a touché une paire avec As-Dame, il l'a joué de manière extrêmement agressive, alors qu'il avait la position. C'est pourquoi je pars pas du principe que s'il avait un roi, il déciderait de le slow play jusqu'à la river, mais qu'il relancerait avec cette main au plus tard sur le turn. On peut donc partir du principe qu'on sera quasiment toujours en tête avec la paire de valets, ce qui est également un point positif. Le seul point qui nous pose problème dans l'optique d'un check raise, c'est que lorsqu'il a SI, il suivra souvent face à une mise de notre part. En revanche, si on check, il prendra souvent le check behind et ne se sentira vraiment pas tenu de miser.
Et là on peut voir concernant ce joueur que son agressivité river est vraiment très faible. Ce qui semble plutôt s'opposer à un check raise. Donc ouais, c'est sans doute pas le candidat idéal. On va voir en revanche les adversaires qui, eux, vont miser quasi systématiquement si vous checkez sur la river. Il y a pas mal de fiches qui font ça lorsque vous checkez. Et contre ces joueurs, c'est généralement une bonne idée d'aller glaner comme ça un big bet supplémentaire. Donc contre ces joueurs, c'est vraiment une bonne idée d'au moins essayer de temps en temps. D'autant qu'au final, vous ne perdez pas grand-chose, puisque ça revient quasiment au même que vous misiez et qui se couche, ou que vous checkiez et qui prennent le check behind. Donc ouais, en gros, vous êtes vraiment pas obligé de faire ce move, mais c'est vraiment une bonne chose d'au moins y réfléchir une fois de temps en temps, sans pour autant vous sentir obligé de finir par le faire. Ouais, le Valet 9 suited là, je sais pas. Bon, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce joueur. Pour le moment, il a 100% d'open raise depuis le button, mais on peut voir que ça se base uniquement sur deux situations. C'est quand même une main avec laquelle on peut envisager un 3 bet. Il s'agirait de ce qu'on appelle un 3 bet déceptif, c'est-à-dire que c'est un 3 bet que l'on fait avec une main qui n'a pas forcément d'avantage d'equity. À mesure, on peut pas vraiment partir du principe qu'avec Valet 9, on va être trop loin en tête face à son éventail. Mais ça reste une main avec laquelle on va quand même toucher pas mal de bons tableaux, en particulier lorsqu'on se saisit de l'initiative. Parce que mettons que le tableau tombe par exemple As 5-5 et que l'adversaire a fait un open raise avec Roi 8 ou bien avec une main comme 19, il va pas pouvoir faire grand chose et donc avec une grosse partie de son éventail sur ce genre de tableau, il va plus ou moins se voir obligé de se coucher. Et par ailleurs, lorsqu'on a Valet 9 suited, on va également régulièrement toucher une bonne main ou un bon tirage. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une main avec laquelle on peut tout à fait envisager un 3 bet dans une situation comme celle-ci, mais c'est pas non plus obligé, et si vous vous sentez pas à l'aise, alors vous pouvez y renoncer, mais n'oubliez pas que c'est en jouant ce genre de main que vous allez fortement progresser. Le As5 là, il y a un limper avant nous. Personnellement, j'ai une petite règle quand il y a un open limp comme ça. Je vais considérer cette mise comme de la dead money. C'est-à-dire que l'adversaire est limpé ou qu'il ait posté un blind, ça ne va rien changer dans ma perception de la situation. Je vais continuer à jouer en me basant sur l'open raising chart. Or, selon l'ORC, As5 au button est une relance. On a un joueur juste avant qui a fait preuve d'une certaine faiblesse, dans la mesure où, avec les bonnes mains de son éventail, il ferait sans doute un open raise. Et on a par ailleurs un fish au big blind. Donc pour moi, je vais clairement avoir envie de jouer As5 dans cette situation. Et on peut voir d'ailleurs que, comme je l'expliquais, il a vraiment une main random face à laquelle, si on arrive à pousser les deux blinds à se coucher, on va très souvent réussir à remporter le pot via un simple continuation bet. Puis bon, dans l'ensemble, avec As5 face à 7-6, on est vraiment en très bonne posture en termes d'equity. Et bon, évidemment, on ne pouvait pas savoir qu'il avait 7-6, mais on sait que son éventail inclut ce type de main, et que donc face à un tel éventail avec As5, on s'en sort plutôt bien. La main suivante, on a As4. Personnellement, je trouve qu'As4 est vraiment une des mains qui se prête le moins à un 3 bet depuis le Big Blind en guerre des blinds. Il suffit pour cela de réfléchir un peu à ce qui va se passer post-flop. En optant pour un 3 bet, on signale à l'adversaire qu'on a une main forte. C'est du moins ce qui va se passer lorsqu'on en est au premier niveau de réflexion, qui est en général le niveau de réflexion qui est de mise à ses limites. Donc on indique à l'adversaire qu'on a une main forte, c'est-à-dire que si le tableau tombe Ace High, mettons par exemple un tableau As-7-3, alors il s'agira d'un tableau sur lequel on aura réussi à toucher top pair, mais sur lequel l'adversaire va quasiment toujours se coucher, puisque vu la force qu'on a signalisée, il ne pourra pas vraiment continuer à jouer sur un tableau Ace High avec la plupart des mains de son éventail. Et ça, il s'agit de quelque chose qu'on ne souhaite pas vraiment, puisqu'on a une très bonne equity, et on préférait lui donner l'occasion de bluffer un petit peu. Et dans l'ensemble, avec ce genre de main, c'est souvent une assez bonne idée de se contenter de défendre de manière passive, puisque lorsqu'aucun des deux joueurs ne s'est amélioré, on a un SI qui va régulièrement être en tête, et lorsqu'on s'améliore, on peut éventuellement opter pour la ligne call flop raise turn, voire même préférer faire un call down si on est confronté à un adversaire qui se laisse volontiers aller à bluffer. Et ouais, ce qui se passe via le 3 bet, c'est qu'on, bon, en d'autres termes, la relance est très légèrement EV+, face à l'éventail adverse. Mais si par exemple il touche un tirage, sur un tableau 9-8-4 par exemple, ou plutôt 9-8-3, mais même 9-8-4 en fait, alors on va pas se sentir très à l'aise dans la main, et 9-8-3 ce sera encore pire parce qu'on n'aura pas la bottom pair pour aller avec. Mais quoi qu'il en soit, on va donc se retrouver dans une situation assez difficile, et il va régulièrement nous arriver de coucher la meilleure main, tout simplement parce qu'on a peur que l'adversaire ait une meilleure main que la nôtre. Et là, on peut voir par exemple, si je m'étais contenté d'un call pré-flop, il s'agirait d'un tableau quasiment parfait pour se contenter d'un call, dans la mesure où on serait en très bonne posture face à l'éventail d'open raise small blind de l'adversaire. Et sur ce turn, pareil, je me serais contenté d'un call. Et si, comme toi, j'avais fait un 3 bet, j'aurais sans doute, encore une fois, misé.
parce qu'on peut partir du principe qu'il est assez probable que l'adversaire aurait opté pour un check raise avec une paire, ce qui fait qu'il va donc rarement en avoir une ici. Et donc ouais, le second barrel sur le turn me semble tout à fait justifié, du moins si c'est avec l'intention de régulièrement prendre l'abattage gratuit sur la river. C'est d'ailleurs quelque chose dont on a déjà remarqué que Jamiro ne l'avait pas encore intégré à son jeu, le bet turn for free showdown. Et bon, en revanche, c'est clair que là, on va pas prendre le free showdown sur cette river puisqu'on vient de toucher la quinte. Bon, ok, là, qui se soit contenté de jouer en check call sur le turn, ouais, non, c'est pas non plus inattendu de la part d'un adversaire plutôt faible. Mais bon. Pocket de 5. Ok, il fait une relance face à un limp de la part du fiche. Et là, évidemment, il s'agit d'un tableau de rêve sur lequel on peut bien sûr jouer en bet bet bet. Et là, dans cette situation, un bet 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 est nettement préférable à un check raise pour deux raisons. Tout d'abord parce que l'adversaire aura bien moins souvent une paire, dans la mesure où il y a 3-8 sur la table, et donc soit il peut avoir une paire de 4, mais on peut vraiment se demander s'il n'aurait pas plutôt opté pour une relance sur le turn, ou bien il peut avoir une paire de 10, auquel cas on est battu. Et s'il a rien tout ça, il va souvent avoir Ace High, King High, ou une autre main de ce type, et il s'agit d'une main avec laquelle il pourrait éventuellement encore trouver un call, en se disant qu'il se pourrait que tu bluffes. Ou bien tout simplement par curiosité. Mais là, par contre, je suis un peu étonné qu'il ait un 4 et qu'il n'ait pas relancé sur le turn. Mais bon, ça ne change rien au fait qu'un bet est nettement préférable à un check raise dans cette main-là. Voilà, je tenais juste à préciser parce que tout à l'heure j'ai parlé du check raise et donc faut bien faire la différence entre les situations qui s'y prêtent ou pas. Bon, là le fold avec 4-4, c'est clairement l'approche la plus prudente et la plus solide, en particulier face à un open raise de Team Toom qui est plutôt tight dans ses relances. La seule chose qui pourrait ici me donner envie de faire autre chose, c'est le cold call de la part du cutoff, qui, si on y ajoute le fait qu'on a un gros fiche au big blind, me donnerait envie de faire un espèce de call pour la set value avec ma paire de 4, avec la cote implicite non négligeable dont on dispose. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la cote implicite indique l'argent que l'on sera en mesure de gagner durant les tours qu'il reste à jouer si jamais on réussit à toucher son set. Il s'agit de gains qu'on peut plus ou moins ajouter à sa cote du pot. Donc je pense que la plupart d'entre vous savent ce qu'est la cote du pot. Et c'est la raison pour laquelle je serais tenté par un cold call. Mais bon, c'est clair que Tim Toon avait un éventail bien resserré et son As-Roi en faisait clairement partie. Ouais, le 6-5, c'est un fold, hein, même avec un poster derrière vous. 2-3, pas la peine d'en parler. Ok. 10-3. Oh, peut-être après tout, tu vas bénéficier d'un free play. Ouais. C'est quand même assez incroyable de voir le nombre de free play dont on peut encore bénéficier. C'est quelque chose que vous ne verrez vraiment quasiment plus jamais à des limites plus élevées. Bon, même si je suis très partisan de miser lorsqu'on a une paire dans un pot limpé, ici un bet ne servirait pas à grand chose. Lorsque l'on parle de mise, il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est de déterminer de quel type de mise il va s'agir. Il y a plusieurs types de mises différents. Le premier et le plus simple est le value bet. Il s'agit d'une mise que l'on fait lorsqu'on pense avoir la meilleure main et qu'on pense que l'adversaire aura une moins bonne main avec laquelle il sera éventuellement en mesure de suivre. Il s'agit d'une mise que je fais avec l'intention de générer de la value face à cette moins bonne main et donc c'est un value bet. Par exemple, sur un tableau comme celui qu'on voit là, mettons que j'ai As-Roi, je pars du principe que j'aurai très souvent la meilleure main. Je pars également du principe que l'adversaire aura souvent une dame, un 10, une paire, peut-être une main comme Roi 9 ou bien Valet 9, et qui va me suivre avec bon nombre de toutes ces mains, qui sont toutes moins bonnes que la mienne. J'ai donc un avantage d'equity, c'est-à-dire que je vais remporter le pot plus souvent que mon adversaire, et donc je fais un value bet pour faire grossir ce pot que je vais remporter plus souvent que lui. La deuxième mise possible est la mise de bluff. Il s'agit d'une mise que je vais faire lorsque je pense avoir une moins bonne main que mon adversaire, mais que j'arriverai à le pousser à coucher bon nombre de ses mains qui sont meilleures que la mienne. Sur ce tableau, on pourrait avoir par exemple 7-6 de cœur. Je décide de miser avec cette main en espérant par exemple que mon adversaire sera en mesure de coucher une main comme Roi 9. Bon, j'avoue que je viens de dire que c'est une main avec laquelle il pourrait suivre, mais contre cet adversaire-là, je ne ferai pas nécessairement un bluff, ou bien je le ferai éventuellement tout de même en espérant réussir à le pousser à coucher sur le turn. Mais bon, même sans Roi 9, il pourrait tout à fait coucher un Valet qui n'a rien touché, peut-être une paire de 2, ce genre de choses, qui sont toutes des mains qui sont meilleures que la mienne. Et donc lorsque je mise face à ces mains, c'est une mise de bluff. Et le troisième type de mise dont on pourrait parler ici, c'est une mise qu'on va faire lorsqu'on pense qu'on aura régulièrement la meilleure main, mais qu'on pense pas forcément que l'adversaire suivra trop souvent avec de moins bonnes mains, mais on mise pour protéger l'avantage d'equity dont on dispose. L'exemple qu'on pourrait donner ici, c'est on se retrouve dans un pot capé, j'ai As-Roi, et le tableau est 7-6-5. Et je pense que mon adversaire aura souvent une main du type Dame Valet, Valet 10, c'est-à-dire
que je le mets sur deux overcards qui vont disposer de 6 outs face à ma main, mais avec lesquels il ne continuera pas à jouer dans la mesure où le tableau ne lui plaît pas. Dans cette situation, le pot est déjà devenu tellement gros que je vais miser même en partant du principe qu'il va rarement suivre avec une moins bonne main, et même si je suis convaincu qu'il ne couchera pas une meilleure main, mais je mise tout de même afin de protéger ma main et ainsi éviter qu'il ne bénéficie d'une carte gratuite qui lui permettrait éventuellement de me battre sans avoir à investir le moindre centime de plus. Et donc ce qu'on peut se demander ici, c'est de quel type de mise s'agit-il lorsqu'il mise ici avec 10-3. Bon, je vous propose de procéder par élimination. Ce n'est pas une mise de bluff, parce qu'on peut être certain que l'adversaire ne couchera pas une meilleure main. Il ne va pas se coucher avec une dame, il ne va pas se coucher avec un as, et il ne va pas non plus se coucher avec valet 10. Ce n'est donc pas une mise de bluff. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un value bet? Bah, j'en doute un petit peu. Enfin, en principe, on peut estimer qu'il s'agit d'un value bet, mais dans ce cas-là, on doit se poser la question, est-ce que c'est un bon value bet? Et la réponse est non, ce ne serait pas un bon value bet, parce qu'il y a vraiment très peu de moins bonnes mains qui seront en mesure de suivre. On a le moins bon 10 possible, à part 10-2, mais qui ne fait pas vraiment partie de son éventail d'Open Limp Under the Gun, à moins bien sûr que ce soit un gros fan de Doyle Brunson, auquel cas, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose dont on devrait partir du principe tant que son nickname n'est pas Texas Doily 1965 ou quelque chose du genre. Donc, si c'était le cas, on pourrait partir du principe que 10-2 sera éventuellement dans son éventail, mais comme c'est pas le cas, on va dire que non. Enfin bon, dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a quand même très peu de moins bonnes mains dans son éventail qui seront en mesure de suivre notre value bet. Donc les mains avec lesquelles il pourrait suivre, ce serait les pocket pairs entre pocket de 9 et pocket de 2, si jamais il prend vraiment pas le temps de réfléchir et se contente de cliquer sur call, ou bien les mains du type roi 9 ou valet 9. Voilà, toutes ces mains un peu à tirage. Ouais, et puis bon, peut-être qu'avec tous les valets avec lesquels il aurait un gutshot, il pourrait éventuellement trouver un call sur le flop, mais bon, c'est à peu près tout. Voilà concernant le value bet. Le troisième type de mise, c'était une mise pour la protection, ce qui signifierait qu'on aurait l'espoir de le pousser à coucher des mains certes moins bonnes que la nôtre, mais ayant un certain nombre d'outs. Donc les mains ayant des outs ici, ce serait roi X ou bien valet X. Un roi a au bas mot 7 outs contre nous, et il en va de même pour un valet. S'il y a en plus un cœur dans la main, ça va faire grosso modo un out de plus, donc 8 outs. Donc on peut vraiment se demander si de telles mains se coucheront. C'est plutôt peu probable. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut retourner la question et se demander que pourrait bien nous amener un check dans cette situation, puisque voilà, c'est l'autre choix dont on dispose. Si on ne mise pas, c'est qu'on va checker. Un check donne à l'adversaire la possibilité de prendre une carte gratuite s'il a une moins bonne main que la nôtre. On peut donc se demander est-ce que c'est dangereux pour nous? Personnellement, je réponds non. Tout simplement parce que le pot est minuscule. Il s'agit d'un pot limpé, c'est-à-dire que même si l'adversaire nous rattrape, donc si par exemple l'adversaire a valet 5, et se serait couché si on avait misé, et que le roi tombe sur le turn, alors on dispose encore et toujours de la possibilité de jouer en check fold sur le turn, et il se trouvera qu'on perdra au final un pot dans lequel, à part le big blind, on n'aura absolument rien investi, et on aura seulement perdu un pot absolument minuscule. Ce que ça implique, c'est que la valeur de la protection est extrêmement faible. Et donc si l'adversaire se prend une carte gratuite avec une main ayant 7 ou 8 outs, il a une cote de 7 sur 47, soit environ un septième. Ce qui fait qu'il a une equity d'un septième du pot. Et un septième de 25 cents, ça lui fait 3,5 cents. Ce qui signifie que son equity, son espérance de gain dans ce pot, si on ne fait pas rentrer plus d'argent que ce qu'il y a déjà dedans, si par exemple on était tous les deux all-in sur le flop, dans cette situation, si on ne pouvait pas faire rentrer le moindre centime de plus, alors il aurait une espérance de gain de 3 ou 4 cents, avec une main comme valet 5. Bon allez, par simplicité, disons plutôt 4 que 3,5. Donc là, si on veut protéger, on investit 10 cents pour essayer de pousser 4 cents à se coucher en quelque sorte. Et en revanche, on perd nous nos 10 cents si jamais il décide de relancer et qu'on décide d'abandonner. Ce que je veux dire par là, c'est que si on lui donne ici l'occasion de prendre le check behind, on lui fait plus ou moins un cadeau d'un cinquième de bébé, ce qui n'est vraiment absolument pas grave. En revanche, en checkant, on lui donne l'occasion de se lancer dans un bluff, et là ça commence déjà à être beaucoup plus intéressant, parce que si l'adversaire a décidé de faire un limp avec quelque chose comme 7-6 suited, ou quelque chose de genre là, et que vous checkez jusqu'à lui, il va presque toujours se laisser aller à miser face à votre check, et même lorsqu'il s'agit d'un adversaire passif. Or là, il s'agit vraiment d'un joueur très agressif, même si on n'a que 13 mains sur lui. 5,5 d'AF, c'est quand même très élevé. Et donc si vous êtes face à un adversaire qui va toujours se laisser aller à placer un bluff bet
lorsque vous checkez, bah autant lui en donner l'occasion et checker. Enfin bon, t'as misé, et maintenant on sait un peu comment tu joues, tu fais 100% de continuation bet sur le flop et t'enchaînes avec quasiment 100% sur le turn. Ouais, là sur le turn la situation est encore pire que précédemment, dans la mesure où bon, sur le flop vous pouvez le voir suivre avec pas mal de gutshots, mais c'est plus vraiment le cas sur le turn. En revanche, du fait de son call flop, la probabilité qu'il ait une main meilleure que la tienne est nettement plus élevée du fait de son call, qui retire les mains poubelles de son éventail. Et au fur et à mesure que tu avances, la situation s'empire encore plus. Et ce qui était vrai en partie sur le flop, qui est devenu relativement vrai sur le turn, devient indiscutable sur la river. Parce que arrivé sur la river, il n'y a plus de mise pour la protection possible. Et donc, tandis que sur le flop et sur le turn, on pouvait éventuellement encore justifier le bet pour la protection. Arrivé sur la river, évidemment, tu ne dois plus protéger ta main contre d'éventuels outs, puisque comme plus aucune carte ne reste à venir, il n'y a plus d'outs possible. Et donc, soit tu es en tête, soit tu es battu. Et donc sur la river, il y a un concept assez important qu'on appelle le check call pour le bluff induce, la provocation de bluff. Comme son nom l'indique, c'est un check qu'on fait histoire de pousser l'adversaire à tenter un bluff avec une main avec laquelle il ne pourrait pas suivre face à notre value bet, puisque j'espère qu'on est bien d'accord pour dire qu'ici maintenant c'est un value bet. Dans la mesure où arrivé sur la river, une mise pour la protection n'est plus possible, il ne reste donc que les value bet ou les bluff bet, et je pense qu'il est clair pour tout le monde que ça peut en aucun cas être une mise de bluff. Mais il se trouve qu'un joueur réfléchi devrait également voir qu'il ne peut pas s'agir d'un value bet, dans la mesure où il n'y a quasiment plus aucune moins bonne main dans l'éventail de villain avec lesquels il pourrait suivre. Bon, certes, il pourrait être complètement stupide et faire un call down avec une petite pocket pair, ou bien il pourrait avoir une main comme valet 8 et toucher un 8 sur le turn et trouver un call river. Et il y a également la dame sur la river qui en soi est une bonne carte pour nous, dans la mesure où d'une part, il devient nettement moins vraisemblable qu'il est lui-même une dame, puisque ça lui retire toutes les combinaisons contenant la dame de carreau. Et deuxièmement, s'il a une main comme valet 10, on a maintenant un split pot. Mais même ça, c'est pas vraiment un argument pour un value bet. Ça reste une situation dans laquelle on devrait opter pour un check call, dans l'espoir de provoquer un bluff de sa part. Parce que là, au final, le fold adverse ne nous apporte absolument rien. Donc pour résumer, le bet sur le flop, je suis pas en désaccord total, même si en principe j'aurais quand même préféré un check call. Mais bon, on va dire que le bet flop est pas mauvais, en particulier parce qu'il s'inscrit assez bien dans ton style de jeu. Je veux dire, tu mises presque toujours sur le flop, ce qui fait qu'un certain nombre de tes adversaires vont se dire ok, il mise encore, il est sur un bluff, et ils vont encore trouver un call, avec éventuellement l'intention de bluffer un peu plus tard dans la main. Arrivé sur le turn, vraiment, je serais passé en check call. Même si on peut encore trouver un argument pour le bet en se disant ok, il y a peu de mains qui vont relancer, il y a un certain nombre de mains qui vont prendre le check behind qui aurait suivi si j'avais misé et que je bats. Donc même si je préfère le check call, je peux encore comprendre le bet sur le turn, mais arrivé sur la river, le value bet devient bien trop optimiste. Bon, j'espère que mon argumentation était claire, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Donc là, j'ai passé quelques mains dont j'étais sûr qu'il les avait couchées pré-flop. Là, le As-6 suited, je me contenterai également d'un check. Une relance ne serait que partiellement justifiée. Certes, on a un petit edge d'equity, mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on relance dans cette situation, on annonce quand même assez clairement qu'on va souvent avoir une main As-X. Ce qui fait que si on touche quelque chose, les adversaires vont très facilement se laisser aller à se coucher. Tandis que si on se contente plutôt d'un check, les adversaires vont bien moins facilement vous mettre sur un As et donc vous camoufler un petit peu votre main. Et donc dans l'ensemble, ça vous permet d'être nettement moins lisible, ce qui est toujours une bonne chose. Bon, là, le call sur le flop, ok, on peut le faire. La position est quand même pas idéale, il reste deux joueurs à parler derrière toi. Mais bon, Gutik 5-3-5 a opté pour un limp et il semble pas non plus qu'il s'agisse d'un excellent joueur bien agressif. Ce qui fait qu'il est peu probable qu'il opte pour une relance. Lorsqu'il aura une main vraiment forte, il optera pour un slow play. Lorsqu'il aura un tirage, il va se contenter sans doute d'un call. Ce qui fait que le call ne pose pas de problème. L'As sera régulièrement une carte nous permettant de passer en tête. On a par ailleurs deux tirages backdoor, couleur et quinte. Donc dans l'ensemble, ok. Là, le 3 bet avec la pocket de 4, je le trouve bon. Depuis small blind, en revanche, le cap de sa part est plutôt une mauvaise nouvelle. Et bon, sur un board comme celui-ci, on peut également opter directement pour un fold. Parce que même si l'adversaire n'a qu'une main comme Roi-Dame, Dame-10, ce genre de main, il aura encore une excellente equity face à la tienne. Et là, on parle vraiment des mains qui nous sont le plus favorables dans son éventail. Donc, je me demande un peu ce que t'espères via tes calls. Ouais, écoute, là, je sais pas trop. Peut-être que t'avais un read sur ton adversaire. Jusqu'à présent, il a fait 0 3 bêtes.
Attends, ok, il a 38% de 4 bêtes. Donc ça c'est quand même pas négligeable. J'avais pas vu ça. Euh, Ce qu'on peut trouver qui plaide en faveur du call down, c'est donc d'une part que sur le flop, on a un peu d'equity backdoor via le tirage couleur backdoor, même si on doit quand même avouer qu'il est pas terrible. Donc ça forme vraiment un argument extrêmement faible quand même. Mais ouais, ce qui se passe surtout, c'est que l'évolution du tableau t'est plutôt favorable, dans la mesure où elle a plutôt profité à ton equity. Si on peut partir du principe que, quelle que soit sa main, il jouera toujours en bet bet bet, alors on peut estimer que ton equity s'est amélioré au cours de la main, parce qu'un valet est devenu moins probable dans sa main en raison du valet sur la river, et parce que le 6 ne constitue qu'une partie infime de son éventail, ce qui signifie que toutes les mains comme roi 10, dame 10, roi dame ne se sont pas améliorées. Et par ailleurs, il faut dire que son bet down n'est pas vraiment très bon non plus. En particulier son bet sur la river, dans la mesure où, en théorie, tu devrais avoir couché les mains du type de celle que tu as au plus tard sur le turn. Ce qui fait que son bet sur la river n'a plus vraiment d'intérêt. Surtout que, arrivé sur cette river, il n'a plus d'avantage de kicker. Et donc, si toi t'avais eu une main du type 19, son bet sur le flop et sur le turn aurait été bon. Mais arrivé sur la river, il s'agirait d'un split pot. Ce qui fait que, dans l'ensemble, j'aurais tendance à dire qu'aucun de vous deux n'a bien joué la main. Personnellement, j'aurais tendance. Ok, bon. C'est vrai que quand on a le read qu'il opte pour un cap presque systématiquement après s'être pris un 3 bet face à un open race, alors on peut trouver un call down. De son point de vue, les mises sur le flop et le turn sont tout à fait normales. Personnellement, j'aurais presque déjà trouvé un check behind sur le turn. Mais bon, pourquoi pas, le bet turn ne me dérange pas vraiment non plus. En revanche, à sa place, j'aurais clairement trouvé un check behind sur la river. Mais bon, avec la façon dont il l'a joué, il a remporté un bet de plus. Mais attention, ça veut pas dire que cela signifie qu'il a opté pour la bonne ligne, hein. Il a juste eu la chance que dans cette situation, tu avais exactement la petite partie de ton éventail qu'il était encore en mesure de battre. Donc encore un free play avec 10-5. Et comme on y est habitué maintenant, tu optes pour un donk sur le flop parce qu'il s'agit d'un pot non relancé. Franchement, si jamais tu tiens absolument à toujours attaquer sur le flop dans ces pots non relancés, je te recommanderais plutôt d'opter pour une relance préflop avec une main comme celle que tu as. Ça change pas grand chose dans la mesure où apparemment tu ne tiens absolument pas compte du tableau et tu mises toujours à l'aveuglette. Donc dans l'ensemble, je dirais, ouais, personnellement, je suis pas vraiment fan. Mais bon, l'adversaire a fait preuve d'une certaine faiblesse et on a envie d'attaquer. Pourquoi pas, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, personnellement, je me mettrais directement à attaquer préflop. Parce que pour l'adversaire, vu tes stats préflop, bon, contre cet adversaire-là, ça change sans doute pas grand-chose parce qu'il ne doit pas y être très attentif. Mais quoi qu'il en soit, en relançant préflop, tu annonces quand même une certaine force. Et donc arrivé sur le flop, lorsque tu touches par exemple un flop comme celui-ci, tu vas sans doute réussir à générer une certaine fold equity face à des mains du type Dame 2 ou que sais-je. Tandis qu'en te contentant d'un donk bet, euh, je suis pas vraiment sûr que ta fold equity soit aussi élevée. Enfin bon, ça je te le dis, si tu tiens à attaquer, si moi personnellement je devais formuler une consigne pour ce genre de pot, c'est de ne ni relancer préflop, ni attaquer le flop. Du moins pas face à ce type d'adversaire qui ne se couche que dans 18% des cas sur le flop. On peut vraiment calculer ça assez précisément. S'il ne se couche que dans 18% des cas lorsque tu mises, tu vas souvent être tenu d'investir encore plus d'argent que ce que tu n'as déjà investi pour réussir à le pousser à se coucher. Et vu ton style, c'est de l'argent que tu vas investir puisque tu continues toujours à miser. Donc c'est pas très rentable et par ailleurs, tu deviens de plus en plus transparent dans ta façon de jouer. Plus tu t'enfermes dans ton truc, plus tu continues à faire systématiquement tes bluffs agressifs, plus tu vas devenir lisible et plus tes adversaires vont pouvoir t'exploiter facilement et efficacement. Là, ton roi 3, bon, c'est clair que c'est pas une bonne main, mais ça reste une main avec laquelle tu peux envisager de te contenter d'un call, parce que tu bénéficies vraiment d'une excellente cote, et parce qu'il est par ailleurs assez peu probable que le dernier joueur à parler derrière toi ait une main avec laquelle il aura envie de relancer. Et ouais, si on regarde la cote du pot, d'un point de vue purement théorique, si on ignore le fait qu'éventuellement l'adversaire derrière toi va opter pour une relance, etc., tu n'as besoin que de 13% d'equity pour justifier un call, et avec ton roi 3, tu les as clairement. Voilà, tu peux te contenter d'un call et espérer toucher un roi, c'est tout à fait justifié avec une cote de 7 contre 1. Bon, je peux comprendre que certains joueurs préfèrent se coucher. Bon, on va pouvoir voir si ok, en l'occurrence apparemment on aurait eu des petits problèmes avec le roi. Mais bon, les mains adverses n'étaient pas non plus excellentes. Ok, It's UK avait une pocket de 7, ce qui m'étonne un petit peu d'ailleurs.
Bon, dans l'ensemble, c'est vrai qu'en se couchant, on a perdu nettement moins que ce qu'on aurait perdu si on avait suivi dans cette situation précise, mais ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas influencer votre évaluation de votre décision. Bon, là, open raise avec roi 9, tu te contentes de suivre le 3 bet, rien à redire. Bon, sur le flop, c'était clair que tu allais placer ton bluff, même si tu as 0% d'equity, et après tu continues à foncer tête baissée, et l'adversaire te fait un call down avec une pocket pair. C'était gros comme une maison, là. Le river bet il est horrible. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Bon, commençons par le commencement. Le flop. Ouais, parce que pré-flop, il n'y a rien à redire. Open raise, call face à vos 3 bêtes, c'est tout à fait correct. Donc passons au flop. Portos, qui est un adversaire passif, décide d'opter pour un 3 bet. Alors qu'il fait peu de relances pré-flop, le tableau tombe As-As-3. Il check. Le big blind également, donc lui on peut partir du principe qu'il aura rarement grand chose, même s'il n'est pas non plus complètement exclu qu'il ait un As. Il va quand même plus souvent avoir un connecteur assorti, que sais-je, dame, valet, ce genre de choses. Et sur ces entrefaits, tu décides de miser. Bon, le bet flop, on peut encore le trouver ok. Parce qu'il te permet de pousser Goutic à... bon, partons du principe que Portos a, pour quelque raison que ce soit, une main comme dame, valet. Alors il reste envisageable qu'il opte directement pour un fold. Après tout, pourquoi pas, tu peux tenter ta chance. Mais dans ce cas-là, tu dois avoir un plan de jeu qui est de miser sur le flop pour prendre la carte gratuite. C'est-à-dire, je mise sur le flop, mon adversaire suit, et au plus tard, lorsqu'il opte pour un call, tu dois savoir qu'il aura presque toujours une meilleure main, ce qui implique qu'un value bet de ta part n'a plus d'intérêt, et par ailleurs, tu sais que lorsqu'un 2 tombe sur le turn, il ne va quasiment jamais coucher une meilleure main qu'il aura suivi sur le flop. Les seules mains meilleures que la tienne avec lesquelles il pourrait éventuellement se coucher sont roi 10, roi dame, roi valet. Ce qui dans l'ensemble n'est pas non plus très probable. Là franchement après son check call sur le flop, c'est un peu comme s'il avait écrit dans le chat: attention, j'ai une pocket pair avec laquelle j'ai envie de faire un call down. Et malgré ça, toi tu décides de miser, qui plus est avec Roi 9 qui a en plus la particularité d'être en tête face à toutes les mains avec lesquelles il pourrait se coucher. Tu vois le truc? Si t'avais une main comme 6-7 de trèfle, alors un bluff serait nettement meilleur parce que il y aurait beaucoup plus de meilleures mains avec lesquelles il serait à même de se coucher. Des mains du type Valet 10. Mais là en l'occurrence, s'il a Valet 10, t'es en tête avec ton Roi 9. Donc ça sert à rien d'essayer de le bluffer pour qu'il couche une moins bonne main. Voilà, c'est pas une mise de bluff, c'est pas non plus un value bet. Et là, arrivé sur la river, c'est même pas la peine d'en parler. Il est évident qu'il ne va jamais coucher une paire. Je sais pas si tu vois le truc, mais t'es au micro limite, tu passes ton temps à miser, miser, miser contre des adversaires qui, dans l'immense majorité, sont des calling stations. Et là, par exemple, ce joueur-là, on peut voir une tendance. Je sais qu'il n'a pas encore beaucoup de mains, mais ça permet de se faire une idée. Il s'est couché beaucoup sur le flop, nettement moins sur le turn et jamais sur la river. Bon, ok. À ce moment-là de la partie, tu avais encore sans doute pas ces informations, mais ça change rien au fait que après son check call sur le flop et sur le turn, la probabilité qu'il ait roi dame ou roi valet et se couche devient vraiment très peu probable, et ce sont les seules deux mains face auxquelles un bet est justifié. Donc là, voilà, encore une fois, t'as clairement jeté de l'argent par les fenêtres. Bon, là, t'as les as, donc je peux déjà prédire ce que tu vas faire. Bet, bet, bet. Ah, ouais, pas de bol sur la river. Ouais, l'adversaire fait un donk. Dans la mesure où il s'agit d'un idiot fini, je vais jamais trouver un top fold là. Certes, il est quasiment exclu que tu sois encore en tête, mais bon, pourquoi pas, il pourrait avoir une main comme roi 5, avec laquelle il décide de faire un donk bet, ou bien il a 9-5 suited, ou quoi que ce soit de ce genre-là. Il reste quand même quelques moins bonnes mains dans son éventail. Puis bon, t'as les as, je sais, coucher les as, c'est toujours assez délicat. Puis bon, dans l'ensemble, je vous déconseille vraiment de trouver des folds bien tough sur la river face à des idiots finis. Voilà, le call ne me gêne absolument pas. Voilà, 17 suited, call évident. Ouf. Hum. Ouais, personnellement, je pense que j'aurais quand même trouvé un call. Le button a déjà fait des limp raise avec tout et n'importe quoi. Et ouais, ce qui se passe là, c'est que tu vas clore l'action et tu bénéficies d'une cote de 4,5 contre 1. T'as même une cote de 5 contre 1 si on y réfléchit bien, parce que Nine is UK va jamais se coucher après son 3 bet. Or, avec une cote de 5 contre 1 et avec 17 suited en main, je sais c'est pas non plus une excellente main, et je sais que bon, il y a un adversaire qui a opté pour un cap, ce qui semble indiquer une certaine force. Mais ce qui se passe, c'est que si tu touches quelque chose de bon, ta cote implicite est vraiment très bonne, dans la mesure où tes adversaires ne te mettront pas forcément sur 17, ils auront eux-mêmes régulièrement une bonne main, et par ailleurs, il se trouve que le joueur qui opte pour un cap, on l'a déjà quand même vu caper des mains fort passables. Donc ouais, dans l'ensemble, je trouve le call assez indiscutable. Et franchement, je me demande si toucher le 7 sur le flop n'aurait pas suffi. Bon, on verra bien. Ok, ça aurait été coûteux quand même. Bon, c'est comme tout à l'heure. Effectivement, dans cette situation précise, il s'agit d'un spot où tu as économisé de l'argent en optant pour ton fold.
Mais bon, imagine si sur la river, un troisième trèfle était tombé. Voilà, t'aurais gagné un pot absolument énorme. Et donc, tu te serais maudit pour avoir couché ton 17 préflop. Donc, ouais, il reste important de ne pas te laisser trop influencer par le résultat final d'une main. Bon, là, j'imagine que tu vas encore une fois te coucher. On a un poster et deux limpers. Un nul, un autre nul. Et un qui, ouais, bon, ok. Et au big blind, on a encore un nul. Donc là, je joue dame 5 sans hésiter. Ah, bon, bah parfait alors. Bon, là, t'as touché top pair. J'imagine que tu vas encore une fois miser. J'aurais bien voulu voir un flop du type 9-7-4 pour voir si tu aurais encore une fois misé. Mais bon, là en l'occurrence ça top pair. Tu touches une super carte sur le turn parce que sur le flop ton equity n'était pas non plus exceptionnel face à 4 adversaires. Donc c'était vraiment une nécessité que le tableau évolue de façon aussi favorable pour toi. Parce que bon, lorsque tu es confronté à 4 adversaires, il y a quand même énormément de cartes qui vont améliorer la main de l'un ou de l'autre. Mais bon, lorsque le tableau évolue de cette façon, c'est beaucoup plus facile et tu peux placer tes value bets sans hésiter. Et on peut voir que c'est pour ce genre de situation que c'est vraiment nécessaire d'opter pour un complete lorsqu'on a une aussi bonne cote. Bon là personnellement avec les 6, j'opterais plutôt pour une relance. Parce que bon, t'es confronté à des joueurs quand même extrêmement passifs qui te feront rarement un check raise sur le flop. Ce qui fait que, comme t'as la position, tu vas régulièrement pouvoir opter librement pour des lignes du type bet flop pour la carte gratuite ou bet pour la river gratuite, ce genre de choses. Puis bon, là avec ta pocket de 6, ton equity est plutôt bonne avec ta pocket pair. Et bon, là il se trouve que t'as eu de la chance, t'as touché un bon flop. Mais il se trouve que si t'avais relancé pré-flop, t'aurais un pot encore plus conséquent et t'aurais quand même encore et toujours pas mal d'equity. Et donc ouais, dans l'ensemble, j'aurais clairement opté pour une relance pré-flop. Parce que même s'il est vrai que là, t'as réussi sur un bon flop à remporter directement le pot, si t'avais relancé pré-flop, t'aurais remporté un pot de 90 cents au lieu de 50. Et 2 big bets de plus dans ton escarcelle, c'est pas négligeable. Surtout si on prend en considération que une espérance de gain moyenne normale excède rarement 2 big bets par 100. Bon, encore un free play, roi 7, suited. Bon ok, tu peux prendre le check behind, pas de problème. Ici, je suis d'accord avec le bet. On a envie de protéger sa main. Et de temps en temps, on réussira à générer un peu de value de la part de main à bonne main. Là, tu touches une excellente carte du turn. Si aucun des adversaires n'a un 10, on devrait en principe être encore en tête. Waouh. Si intègre au moins. Personnellement, je me serais jamais couché. Bon, ça veut pas dire pour autant que dans cette situation précise, ton fold est forcément mauvais. Mais je dirais que en tant que ligne standard, c'est quand même trop weak. C'est vraiment très prudent de passer directement en fold. On- Ah, dommage qu'on puisse pas voir ce qu'il avait. Bon, il n'est pas exclu qu'à tes limites, les adversaires soient tellement passifs et cette ligne soit tellement systématiquement forte et corresponde toujours au minimum à top pair, auquel cas, évidemment, t'as fait un bon fold. Et que même si c'est un fold très facile à exploiter, il peut quand même être justifié. Bon, là c'est pareil, j'aurais opté pour un complete. T'as rien. De temps en temps, on a un gros coup de bol. Faut pas l'oublier. Ouais, quand les fiches jouent tout et n'importe quoi, on peut également jouer de manière relativement loose, quand l'occasion se présente. Bon, un petit bet pour changer. J'imagine que tu vas continuer à miser, même si c'est pas vraiment. Ouais, bon, ici ça a quand même un certain intérêt. Alors pourquoi est-ce que ça a un intérêt ici et pas dans les autres situations? Bah, tout d'abord, Itsuke va très certainement avoir une moins bonne main que la tienne. Je pense que s'il avait vraiment touché quelque chose, il aurait sans doute opté pour un continuation bet. Et là, je pense qu'il aura plutôt régulièrement une main comme King High, ou bien Queen High, ou bien un moins bon as que le tien. Ce qui fait que contre ce joueur, on a un bon value bet, qui par la même occasion est un bet pour l'abattage gratuit. C'est un move qui existe, hein. On mise sur le turn avec l'intention de prendre le check behind sur la river. C'est un move qu'on peut tout à fait faire quand on a la position. Et lui là, bah, ouais, il peut avoir un peu tout et n'importe quoi. Il y a encore pas mal de tirages possibles dans son éventail. Ce qui fait que ouais, la mise pour l'abattage gratuit est justifiée. Mais bon, sur la river, j'espère vraiment que t'as pas misé. Ah, c'est dommage parce que s'il n'y avait pas le bet final, t'aurais vraiment bien joué la main. Mais là, le bet river fout un peu tout en l'air. Donc je répète encore une fois, sur la river, il y a deux types de mises possibles, le bluff bet ou le value bet. Je sais que j'ai déjà répété ça un certain nombre de fois, mais c'est vraiment important de bien vous rentrer ça dans la tête. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de joueurs qui ne se posent pas vraiment la question de savoir quel est l'objectif que je poursuis avec ma mise. Donc si je poursuis l'objectif d'un value bet, est-ce qu'il y a beaucoup de moins bonnes mains qui seront à même de me suivre? En l'occurrence, j'aurais tendance à dire assez peu. Quand je dis assez peu, il y aura peut-être de temps en temps un petit As 10, un petit As 9.
voire peut-être As-6, As-4 et As-2 mettons, mais c'est tout. Et encore c'est peut-être, on peut même pas en être certain. Itsuke pourrait bien suivre avec ces mains-là, l'autre je sais pas, peut-être également. Mais bon, ça fait pas beaucoup de mains et c'est pas très probable non plus. Donc non, ce n'est pas vraiment un value bet. Est-ce que ça peut être une mise de bluff? Et là, non. Aucune paire ne se couchera et il est assez peu probable que As-Roi ou As-Dame se couche. Donc voilà, au final, ça nous donne un value bet extrêmement thin. Et ce qui se passe, c'est que si on prend en considération l'éventail de call adverse, tu vas perdre la main dans 80% des cas et tu vas la remporter dans 20% si jamais il décide de suivre. Donc oui, il y a de moins bonnes mains qui sont à même de te suivre, mais la part de moins bonnes mains qui suivent comparée à la part de meilleures mains qui suivent est de moins de la moitié. Ça veut dire que dans plus de la moitié des cas, lorsqu'il suit, tu vas perdre, alors que c'est toi-même qui as effectué la mise. Qui plus est un value bet. Donc au final, tu fais un value bet qui te fait perdre de l'argent et qui fait gagner de l'argent à l'adversaire. Donc on peut plus ou moins dire que tu fais son value bet à sa place. Parce que mettons que Noël a une pocket de 2, il va pas miser avec celle-ci, il va pas non plus la coucher. Et donc en quelque sorte, il loupe un value bet avec la meilleure main, et toi, tu décides de faire son value bet à sa place. Oh, oh, j'y crois pas. Là, ça me fout toute ma pédagogie en l'air. Je- Ouais, bon. Ah, c'est horrible quand on essaie d'enseigner quelque chose que précisément c'est deux nazes. Et dans cette situation précise, la fois sur 100 000, tous les deux un ace high, moins bon que le tien, avec lequel ils décident de suivre, qui suivent tous les deux comme ça et que tu bénéficies donc de la value maximale. C'est horrible parce que ton value bet, il a vraiment généré la value maximale que tu pouvais espérer et pourtant ça reste un très mauvais value bet. C'est un value bet horrible. N'importe quel joueur qui comprend un petit peu le poker pourra te le dire, c'est un mauvais value bet. Mais bon, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est vraiment, je m'y connais, c'est un mauvais value bet, c'est vraiment important de ne pas se laisser influencer par le résultat. Dans 90% des cas, le scénario sera plutôt Nine UK va te suivre avec As-4 et l'autre joueur aura Dame-5. Ou bien tous les deux se couchent, parce qu'un des joueurs a 9-10 et l'autre Valet 10. Auquel cas, le value bet ne t'apporte rien non plus, parce qu'on est de toute façon en tête face à ses mains. Donc ouais, n'opte pas pour ce genre de value bet, même si en l'occurrence, il t'a permis de gagner 2 bébés. Bon, en tout cas, ça nous aura donné deux mains assez intéressantes en toute fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu et que Jamiro va pouvoir en avoir tiré quelques enseignements, mais également que tous les joueurs FL à ses limites vont également avoir appris deux ou trois petits trucs. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir fait une telle vidéo, d'avoir considéré ça un peu d'un point de vue assez débutant, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelques processus de réflexion qui ne sont encore absolument pas présents dans son jeu, et je pense que Jamiro a dû avoir quand même quelques petites épiphanies, où il s'est dit ah ouais, pas bête, c'est vrai que ça semble logique. Pourquoi est-ce que je mise là? Enfin, c'est du moins ce que j'espère, je serais ravi de bénéficier d'un peu de feedback de votre part. C'était Guillaume pour pokerstrategy.com qui synchronisait qu'au billard. À très bientôt.